Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala khayri khalqillah. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo un peu exceptionnelle, un peu différente comme vous le voyez. Déjà le cadre, on est au bord de Seine à Paris. Et puis avec un invité avec qui donc, on va faire un entretien, une conversation, une discussion spontanée comme ça. Donc un ami, un camarade qui s'appelle Johan Livernet, qui est donc un écrivain catholique français et qui depuis des années mène une réflexion et un combat un petit peu contre le système, la décadence qui cherche à nous ensevelir tous. Et c'est sur ça qu'on s'est retrouvés depuis quelques années, qu'on se fréquente maintenant, parce que toi tu fais ça de ton point de vue, de ta position catholique, française, traditionnaliste, oui. Et moi je le fais également, mais d'un autre bord, puisque moi je le fais en tant que musulman maghrébin qui vit en France, mais avec une optique islamique et maghrébine. Et finalement, on va pouvoir peut-être s'apercevoir qu'on se retrouve sur un certain nombre de choses. Et ce serait intéressant de partager ça. Donc je te laisse te présenter un peu. Oui, j'ai plus trop besoin de me présenter puisque tu viens de le faire, mais oui, j'ai été l'auteur de 7 livres, voilà. Dont le dernier, sur la crise dans l'église, une loge maçonnique dirige le Vatican. Voilà. Bon, j'étudie principalement le complot judo-maçonnique, sous différents aspects, politiques, religieux, généralement en remontant le cours de l'histoire. Ouais. Et c'est lors d'une conférence, si je me souviens bien, en début 2013, que tu étais venu, oui. Et où on s'était rencontrés, et ensuite tu étais revenu à nouveau. Absolument. On a souvent échangé, et l'idée aujourd'hui, alors comment ça a germé, le fait qu'on soit là, oui, absolument. À Paris, devant une caméra. Ce qui est intéressant de dire aux gens, c'est qu'un jour donc, tu es venu nous accompagner au défilé de Sainte Jeanne d'Arc, et on s'est trouvé nez à nez avec un agent de la synagogue de Satan, sans le nommer, il se reconnaîtra, et on a vu que ça buguait. Parce que dans l'idée des grands médias, on n'est pas censé se... On est deux intégristes. Voilà. Donc au niveau des étiquettes, il y a l'intégriste musulman, il y a l'intégriste catholique. Alors que bon, moi, je suis français patriote, de confession catholique, simplement musulman. Bon voilà, on n'assassine personne, voilà. On rassure les gens. Moi j'écris des livres, j'essaie d'informer à mon petit niveau. Je pense que mon travail a le mérite d'exister. Voilà, pour la vérité tout simplement. On me dit oui, tu combats la franc-maçonnerie. Je combats d'abord pour la vérité, avant de combattre les autres. Avant de combattre la judo-maçonnerie. Et donc on a vu que ça avait bugué dans le logiciel. Oui, parce qu'on est censé être ennemis en fait. Oui, voilà. Selon leur mise en scène, leur orchestration, voilà, ils essayent de nous placer obligatoirement en opposition. C'est quand même assez évident que le monde chrétien, le français de souche, on va dire européenne, tout est fait pour le monter contre l'islam et les musulmans aujourd'hui. Alors, ceci dit, il y a le versant opposé qui nous dit qu'il faudrait un front de la foi contre ce même ennemi. Donc personnellement, je suis ni dans l'un ni dans l'autre. Ce qui est intéressant aujourd'hui, l'idée, c'est de discuter de nos divergences, mais aussi de nos convergences par rapport à ce système, mais sans se renier, sans renier sa foi, sans renier ses idées. Moi, c'est pas parce que je suis en ta présence que je vais me mettre à faire l'éloge de l'islam, qui pour moi en tant que catholique est bien sûr une fausse religion. Voilà, et je me suis déjà exprimé là-dessus, à maintes reprises, en disant pour quelles raisons j'étais chrétien. Exactement. Je vais rebondir là-dessus pour dire qu'effectivement, on peut très bien dialoguer avec quelqu'un et même bien s'entendre sur un certain nombre de points sans tomber dans on est tous des frères, on ira tous au paradis, la vérité partout. Ça c'est l'esprit de la de ça. Voilà, ça c'est la fausse fraternité moderniste qui est en fin de compte une tentative d'œcuménisme et de syncrétisme même. Ça c'est souvent le projet maçonnique, c'est-à-dire une fraternité universelle où tout est mélangé, faire une bouillie comme ça diabolique finalement, où on s'en fiche des doctrines, des machins, on mélange tout, on est tous des frères, on se métisse, on se mélange. Le métissage il commence d'abord par le métissage des doctrines, des idées, et donc nous on n'est pas du tout dans ça. Moi-même je vais me présenter un petit peu rapidement. Donc j'ai 39 ans, je suis algérien vivant en France, j'ai la nationalité française, mais je ne me déclare pas français par honnêteté, parce que je me sens pas comme ça. Et donc je mène depuis des années moi aussi une réflexion sur comment éviter que ma communauté se fasse avaler à son tour
par le mondialisme, la maçonnerie, etc. Parce que j'ai vu effectivement, et c'est pour ça que je me suis intéressé au monde catholique et à son parcours, son histoire, son évolution, parce que je remarque que finalement, on est en train d'appliquer les mêmes recettes aujourd'hui à nous. On essaye, nous aussi, de nous mener vers une sorte de Vatican II, on exige de nous qu'on réforme nos textes, notre vision du monde, qu'on rompe avec nos traditions. Et finalement, je me dis, ce serait intéressant de voir comment les catholiques essayent de résister à ça, pour peut-être aussi s'inspirer nous-mêmes et développer notre propre résistance. C'est dans cette optique que j'ai écrit donc ce livre qui s'appelle « Que faire ? Manifeste du musulman maghrébin éveillé de France », qui a pour but justement d'essayer de donner des pistes de résistance concrètes, accessibles à chacun. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai été amené à aller vers toi et vers ce que tu représentes comme résistance catholique c'est ce qu'on a dit, au projet talmudo-maçonnique moderniste. Et donc, il y a nos amis, les préfectures de police qui passent, hein, les saluts. Donc voilà, peut-être qu'on va pouvoir entrer un peu dans des... Oui, alors là, l'idée c'est donc de discuter comme ça voilà, des choses d'actualité, oui. Mais certainement pas donc dans l'esprit œcuménique de Vatican II. Qui a été en fait matérialisé par le décret Nostra Aetate du juif franc-maçon Béat d'ailleurs lors du concile et qui s'est concrétisé avec les rencontres interreligieuses, avec Assise, là en 2014 avec la prière œcuménique de François Bergoglio à Istanbul dans la mosquée bleue avec le grand mufti. Il est allé vraiment pas en touriste, il l'a dit, il est allé pour prier. Donc nous, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. On n'est pas dans le « nous sommes tous frères » alors que c'est faux. Oui. Il y a le « vous » et le « nous ». Oui. Et oui, puisqu'il faut tenir compte de cette réalité. Hein. On n'a pas la même foi, donc on n'a pas le même combat. Et on n'a pas le même Dieu non plus. Oui. Voilà, et ça c'est une réalité. Exactement. Donc on a des divergences qui sont au départ sur le plan religieux profondes, mais sur le plan sociétal, pas tant que ça. C'est ça. Voilà. On se retrouve beaucoup sur des valeurs communes quand même. Et sur lesquels on peut échanger. Voilà. C'est-à-dire que même si on a ce fossé dogmatique et spirituel entre nous, ça n'empêche pas de partager par ailleurs autre chose sur le plan humain et social. Oui. Et justement par rapport à l'humain, voilà, il y a la religion et il y a l'humain. Oui. Et ce sont quand même deux choses différentes. Moi, je vois par exemple mon meilleur ami est athée. Mon père adoptif aussi était athée. Mais bon, il y avait des qualités humaines assez exceptionnelles. Et c'est des gens avec qui j'ai des liens humains. Il y a des gens avec qui je m'entends très bien dans le milieu de la boxe, qui ne sont pas catholiques. D'ailleurs, il n'y a pas de catholiques dans le milieu de la boxe. Bon. Et inversement, quand je sors un livre, les premiers qui me mettent un tacle et qui me savonnent la planche sont des catholiques de tradition. Donc voilà, il y a le lien humain. Et les gens se disent, comment ça se fait qu'Yoann Livernet, son livre est vendu par Salim Laïbi? Eh bien oui. Ben Salim Laïbi, quand je sors un bouquin, il me fait confiance à 100%, il est hyper réglo, il est comme ça. Eh oui, et voilà. Et il y a des gens, on n'a pas la même croyance, on n'a pas la même foi, hein, mais humainement, ça passe et on peut s'entendre très bien et on peut discuter très bien. On peut avoir des affinités avec des gens qui n'ont pas la même foi que nous. C'est-à-dire qu'on peut avoir des convictions très fortes sans être sectaire. Voilà, exactement. Moi, je ne suis pas du tout complètement replié sur... voilà. Oui, moi je suis pareil, j'aime bien me discuter avec des gens de tous horizons, du moment que c'est fait en bonne intelligence et que voilà, on peut faire avancer les choses comme ça. Je vais volontiers vers les autres, et d'ailleurs j'ai ouvert le dialogue et le débat en fait lorsque j'ai sorti mon livre sur la franc-maçonnerie, donc il y a 1 an et demi, en février 2017, avec des francs-maçons, mais il n'y a jamais personne qui a voulu débattre avec moi. Hein. Parce que c'est sur la base de documents que je démasque leur secte, donc c'est pas évident pour eux. D'accord. Et donc voilà, hélas, le débat n'a pas lieu, c'est dommage. On rentre un peu dans quelques questions. Oui, le système déjà, voilà. L'opposition ensuite au système, absolument. Les icônes médiatiques qui nous représentent. Oui. Alors déjà le système, la République, la démocratie, la laïcité. Exactement, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, si tu veux en parler vite fait. Absolument, donc ce système politique, politico-idéologique en fin de compte, parce que tout part d'une philosophie, d'une idéologie, des choses, quand on parle de régime politique, c'est pas quelque chose de technique, c'est pas juste une manière de gérer le pouvoir, ça exprime aussi une vision du monde, une volonté de transformer le monde dans un certain sens. Et donc la République moderne, la République avec la laïcité, les droits de l'homme, etc., la démocratie, etc., c'est un système idéologique clairement construit contre Dieu et contre l'ordre naturel.
C'est-à-dire que c'est la volonté de libérer l'homme de son devoir vis-à-vis de Dieu, pour qu'il fasse en fait ce qu'il veut, comme il veut, du moment qu'ils sont majoritaires dans la société dans ce sens. Et ça, c'est totalement à l'opposé de la vision islamique du pouvoir. Et je pense, tu me diras si je me trompe, que c'est également opposé à la vision catholique du pouvoir, de la gestion de la société. Ça a été fondé par la judo-maçonnerie dans ce sens. Voilà. Et d'ailleurs, Jésus-Christ mis hors la loi, ça a été matérialisé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, voilà, qui est en fait l'évangile de la judo-maçonnerie. La République, c'est l'anti-France, c'est le régime de domination durable des juifs et des francs-maçons. La démocratie leur permet justement de continuer à dominer sur les institutions, c'est la loi du nombre, mais on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas une démocratie, c'est une plutocratie, c'est le règne de l'argent, donc c'est toujours le règne d'une même caste. C'est ça. Et la laïcité, c'est la religion officielle des francs-maçons, cela a été même avoué il y a quelques années par Vincent Peillon. Donc voilà, là on a fait très rapidement le tour en quelques phrases des piliers du système donc républicain, juif et maçonnique, qui aujourd'hui, dans l'esprit de la Kabbale d'ailleurs, s'attaquent à la fois aux intégrismes, c'est-à-dire en fait au catholicisme, comme à l'islam qui est nouveau, qui est récent dans l'histoire de France. La population musulmane, autant en nombre, c'est très récent quand on regarde l'histoire de France qui a commencé officiellement le 25 décembre 496. La présence massive, massive, puisqu'il y a quand même combien maintenant de musulmans en France, au moins 10 millions. Au moins, voilà. C'est quand même très récent, puisque ça date d'il y a quelques décennies, quelques années, on va dire. Donc nous, catholiques de tradition, sommes évidemment opposés à cette république judo-maçonnique, à ce mondialisme talmudo-maçonnique, mais aussi, donc ça c'est la cause, et ce qui est fondamental, c'est le gouvernant, mais aussi quand même aux conséquences, c'est-à-dire au niveau arithmétique, c'est obligé, à l'islamisation de la France, puisque le problème de fond c'est l'immigration massive. Et que du coup, parmi les immigrés qu'on fait venir et qu'on doit accepter comme français, alors qu'ils ne le sont pas en fait, sont des français de papier, il y a désormais en France énormément de musulmans. Donc nous ne sommes ni pour l'un, bien évidemment, puisqu'on considère l'islam comme fausse religion, ni pour l'autre. Voilà. On est pris un contre les deux. Absolument. Moi je voudrais souligner quand même que une des premières choses qu'a faite la République, justement judéo-maçonnique et laïque, c'est de diaboliser les catholiques qui ont voulu résister et qui sont restés attachés à leur doctrine en les qualifiant de fanatiques. Ce vocabulaire de fanatisme, voilà, mais à l'époque c'était beaucoup fanatique, intégrisme, c'est un peu plus moderne, mais quand on voit dans les textes il y a 100 ans ou un peu plus, c'était vraiment cette idée que les gens qui sont attachés à leur foi traditionnelle sont fanatiques, parce qu'ils refusent le progrès, en fait, ils refusent la modernité, le progrès. Ils restent dans la superstition, en fait, voilà, dans l'obscurantisme. Voilà, l'obscurantisme. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir que tout ce vocabulaire qu'on retrouvait justement dans catholicisme, l'anticléricalisme de la fin du XIXe siècle, de la Troisième République en gros, et bien aujourd'hui est recyclé contre les musulmans de la même manière, c'est-à-dire obscurantisme, fanatisme, intégrisme, on refuse le progrès, l'idée qu'on est arriéré parce qu'on ne suit pas le mouvement, l'idée que on vivrait dans une superstition moyenâgeuse, toute cette diabolisation en fait, elle est reprise de la même manière. Et donc voilà, tu parlais aussi de la conséquence, parce qu'effectivement le projet de la République, c'est un projet mondialiste, c'est un projet universel. Dès le départ, la République se voulait être un projet universel, d'ailleurs Napoléon l'a porté dans toute l'Europe, l'a exporté, c'est pas quelque chose de franco-français, c'est une vision mondiale de l'humanité. Et donc pour aller dans ce mondialisme, il a fallu effectivement casser les identités traditionnelles et casser l'enracinement des peuples. Et un des moyens de faire ça, ça a été l'immigration et le brassage de population. Voilà. C'est-à-dire dans tous les détruire les identités. Détruire les identités enracinées. Et donc les détruire chez vous en détruisant l'identité française traditionnelle, les catholiques, et détruire la nôtre aussi, en nous transplantant ici, en nous obligeant à nous intégrer. Quelque part, on nous déracine également en fait. Il y a un déracinement des deux côtés qui se fait. Et moi, je respecte parfaitement, je comprends parfaitement la volonté des Français, on va dire, du camp national,
de vouloir préserver leur identité, de refuser la transformation de leur pays. Moi je trouve ça totalement légitime, puisque moi-même je suis animé du même esprit en ce qui me concerne ma propre communauté. Après il s'agira de trouver peut-être un moyen de gérer notre présence, peut-être de manière à ce qu'elle respecte l'identité nationale. C'est pour ça que moi d'ailleurs je dis souvent que je suis contre le vivre ensemble, mais pour un vivre côte à côte, en bonne intelligence, dans un respect mutuel, mais que chacun retrouve ses racines, ses valeurs, ses repères, sa façon ses traditions. Donc je pense qu'on peut peut-être combiner le ça. Le problème aujourd'hui, nous on défend certaines idées, moi j'ai une certaine idée de la France, oui. C'est que nous n'avons pas le pouvoir. Oui. Nous avons un même ennemi commun oui. Aujourd'hui, en 2018, et nous sommes attaqués, nos communautés respectives, par le même ennemi. Pour rappel, en 1789, la Révolution s'est attaquée en premier aux Jésuites, aux clercs. Donc, elle fut fondamentalement antichrétienne. Oui. Et ça a suivi par la suite avec les différentes républiques. Bon, la plus anticatholique de toutes, ce fut la Troisième République avec la dictature du juif franc-maçon Gambetta. Et aujourd'hui, cette République juive maçonnique passe à la vitesse supérieure en voulant détruire l'aspect identitaire, je dirais, ethno-racial aussi du peuple français. Voilà, selon le plan Kalergi, d'ailleurs, de Kolanov-Kalergi, où faudrait être vraiment métissé et qu'il n'y ait même plus de traces de blanc européen sur le sol français et même plus largement en Europe. Absolument. On peut s'en apercevoir d'ailleurs dans les équipes de football. L'équipe de football, même dans les équipes nationales, on retrouve dans les équipes polonaises ou danoises ou suédoises des Africains ou des Asiatiques. Bon, l'équipe française, c'est une équipe africaine, c'est évident. Bon, c'est quand même assez hallucinant de se faire taxer de raciste quand on constate ça. Absolument. Je suis désolé, mais non, on est d'accord. ni le patronyme, ni le physique, ni il n'y a rien de français là. C'est une question de bon sens. C'est ça qui est incroyable. Maintenant, même le simple bon sens est devenu criminel, criminalisé. Même dire qu'un homme est un homme, une femme est une femme, un noir est un noir. Je veux dire, même maintenant, c'est la dictature de l'antiracisme. C'est incroyable. Oui, qui confine à l'absurde. Maintenant, constater d'une évidence, c'est devenu déjà trop. Et donc pour reprendre sur absolument cette volonté de détruire les identités, effectivement une fois qu'on a déraciné un individu, qu'il est coupé de sa foi, de ses traditions, de son histoire, les dernières étapes, c'est qu'il se coupe aussi de ses gènes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand un Français n'a plus rien de français, un Algérien n'a plus rien d'algérien, un Turc n'a plus rien de turc, à ce moment-là, ils sont compatibles l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'ils deviennent... ça devient possible de les mélanger parce qu'ils se retrouvent finalement dans une modernité, ils se retrouvent tous au McDo, ils jouent tous aux jeux vidéo et ça y est ils n'ont plus de spécificité, ils n'ont plus de différence. Une fois qu'on a fait ça, donc finalement on arrive à la phase finale de ce travail de destruction qui est que maintenant vous êtes tous au même niveau, vous écoutez tous du rap, vous buvez tous du coca et on vous a tous mélangés culturellement. Maintenant, il faut aller au bout. C'est le projet mondialiste, de nivellement par le bas, de mélange général comme ça, et de dissolution des identités, tout en vraiment avec inversion des valeurs dans l'esprit du tel. Avec évidemment une seule communauté qui, elle, gardera la sienne. On sait très bien laquelle. C'est-à-dire que il y a un petit club de gens qui, eux, par contre, sont extrêmement attachés à leur tradition, à leur histoire, à leur identité. Mais pour les autres, il faut qu'on se mélange tous, qu'on oublie. Et d'ailleurs, je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses Parce que face à ce projet de destruction des identités, il y a quand même, dans pas mal de peuples, je trouve, et notamment on va parler de la France, puisqu'on y est, il y a un petit sursaut d'une partie de la population qui sent quand même qu'elle est en train de se perdre, que le pays est en train de se perdre, et qui a instinctivement envie de se raccrocher un petit peu à ça, à son identité de tradition. Et qu'est-ce que tu penses du fait que le système a repéré ce petit sursaut et il s'est dit on va essayer de le capter, de le canaliser à notre sauce à nous en plaçant des agents qui vont essayer de récupérer ce sursaut là et on pense déjà au Front National au départ qui a depuis 40 ans anime un peu ce côté là. Il fait une OPA sur le cœur national. Et maintenant toute la clique Finkielkraut, Zemmour, Elisabeth Lévy, Goldnadel, tous ces gens là qui tout d'un coup aujourd'hui adorent la France, vivent la France du matin au soir et qui essayent de faire monter les tensions
en se prétendant être les grands défenseurs de... Qu'est-ce que tu en penses le en tant que meilleur, Français catholique? le meilleur moyen de contrôler nos positions, c'est d'en prendre la direction. C'est ça. Donc en fait, on met en avant dans les médias des icônes médiatiques qui sont de la synagogue de Satan et qui sont chargés en fait de capter, d'être les figures de proue d'un mouvement. Et donc nous, qui on a maintenant qu'on nous impose, nous avons Éric Zemmour. Absolument. Alors, c'est un cas assez intéressant parce qu'il faut toujours être objectif quand même. Éric Zemmour, depuis des années, déjà ce qui est quand même assez suspect, c'est qu'il puisse s'exprimer autant c'est le seul qui dans les médias. Voilà. Médias juifs, hein, voilà. Les choses telles qu'elles sont. Oui. Ce qu'il dit déjà, aucun Français patriote catholique ne peut se permettre de le dire. Absolument. Là, ça c'est la première chose. À son crédit, il a dit des choses pertinentes sur le maréchal Pétain, face aux gauchistes, face aux féministes, face à des rappeurs dégénérés, des choses comme ça. Oui. J'allais dire des choses qui pour le grand public paraissent politiquement incorrectes, alors que pour nous dans la dissidence ne le sont pas tant que ça. C'est un peu pour nous défoncer des portes ouvertes. Hein. Oui, mais bon. Mais c'est quand même à mettre à son crédit, parce que dans les grands médias, il a un peu libéré la parole sur certaines choses. Mais pas pour nous, voilà, sur Internet. Quand on gratte quand même un peu plus loin, et parce que le côté politique, c'est en surface. Mais le problème de fond est religieux. Il restera toujours religieux. Donc Éric Zemmour est un juif. C'est un juif de la synagogue. Quand on lui pose la question qu'est-ce qu'il pense de la religion catholique, ben, il n'en pense pas du bien. Il nous dit non, je suis déjà dans une religion minoritaire, je ne vais pas aller dans une autre religion qui est minoritaire. Alors c'est quand même faux. Hein. Des chrétiens dans le monde, c'est pas minoritaire. Et puis on se demande qui a fait en sorte qu'elle devienne minoritaire. Oui, voilà. Il oublie quand même que la France est la filiale de l'Église catholique depuis 496. Et donc s'il était un identitaire français comme il cherche à nous faire croire, et un patriote français, hein, parce qu'apparemment c'est ce qu'on serait censé de croire, mais il se convertirait. Mais bien sûr. Au moins il aurait un avis très positif sur la religion catholique. Ce n'est pas le cas. Absolument. Sa référence, c'est pas Saint Louis qui faisait brûler en son temps le Talmud. Éric Zemmour, sa référence c'est les années 60. En gros, c'est la même France, la même République, avec toujours la synagogue à la tête, sans les Arabes et les Noirs. Voilà, c'est ça. Voilà, absolument, absolument. C'est-à-dire, restons dégénérés entre blancs, j'allais dire. Absolument. Voilà. Il y a ça. Oui. Il y a une critique qui se porte exclusivement sur les conséquences, en l'occurrence sur l'islamisation de la France, sur la dégénérescence de la France aussi. Mais jamais en remontant en cause. Jamais sur les véritables responsables de ce chaos qui sont ses frères. Qui vient, quoi. Hein, qui vient taper à notre porte et qu'on voit de plus en plus. Hein, on le voit aujourd'hui avec Macron, qui est le premier président LGBT de la 5e République, qui est le président de Sodome et Gomorrhe. Quoi. On y est, on est en plein dedans. Voilà. Donc, s'attaquer simplement aux conséquences sans jamais rien dire sur les causes et finalement être encensé par l'ultrationniste Gilles William Goldnadel, je trouve pas ça très dissident. Et ça sent pas bon quoi. Défendre la France des années 60, en gros on ne défend pas la même France. Quoi. Pour moi c'est un faux patriote français. Éric Zemmour, je suis désolé, Israël, en plus là il a écrit dans son dernier livre, Israël est le modèle que la France jalouse. Et non, je suis désolé. Nous jalonsons pas du tout l'État voyou et criminel, raciste, et dominateur et corrupteur d'Israël, de Netanyahou. Hein. Notre référence, c'est pas du tout, nous les catholiques traditionnalistes, c'est pas du tout Netanyahou et Lieberman. Hein. C'est Saint-Louis, c'est Charlemagne, c'est voilà, on bâtit des cathédrales, on se met au pied de la croix, à genoux devant la croix, on s'efforce d'être de bons chrétiens, et puis on construit. Voilà. Cette république ne fait que détruire. Hein. De maçonnerie ne fait que détruire. Du temps du Moyen-Âge, on peut s'apercevoir quand on voyage un peu dans le monde. Qu'est-ce qui a été fait? Le patrimoine culturel, qu'est-ce qui a été construit? Du temps de qui a fait quoi? Qui a construit? Du temps de l'Ancien Régime, je suis désolé. Hein. Et oui, et en France c'est notamment le cas, hein, tout ce qu'on a de beau, tout ce qu'on a... Une époque où il n'y avait quasiment pas de juifs en France, historiquement. Ah ben oui, il se faisait petit. C'est-à-dire que Zemmour, qui est très apparemment attaché à la grandeur de la France, notamment dans son histoire, son patrimoine,
a oublié de dire que la France de Louis XIV, il n'y a pas de juifs en France. C'est-à-dire que tout ce qui a été justement la grandeur de la France s'est faite à l'époque où elle était pleinement catholique. C'est après que sa décadence est venue. Mais moi je trouve ça très intéressant. Tu parles de Zemmour, effectivement, à qui on a confié un peu, j'ai l'impression, le rôle de porte-parole un peu du camp national, c'est évident. De la réaction, voilà. Ouais. Peut-être pour occulter, pour justement étouffer d'authentiques Français catholiques patriotes à qui on ne veut pas donner la parole. Et voilà, on confie tout ça à Zemmour pour qu'il le gère lui, pour vous. Eh bien, nous, au niveau de la communauté musulmane, il y a eu un peu le même travail qui a été fait avec quelqu'un comme Tariq Ramadan, qui finalement a été énormément médiatisé et encensé. Comme Zemmour aussi. Encensé, attaqué, voilà, mais pas boycotté. C'est ça. Ça c'est important. Absolument. C'est-à-dire qu'on les attaque énormément, finalement pour leur donner encore plus de crédit auprès de ceux qui ont un peu un sentiment de contestation, d'opposition. Parce que quand les médias critiquent quelqu'un, ça crée une sympathie envers lui. On se dit, ah vous voyez, le système ne l'aime pas. Alors que bon, il ne l'aime pas, mais il l'invite sans arrêt. Oui. Il vend ses bouquins partout, il l'invite partout. Bon, personnellement, je te coupe, personnellement, on me dit, ah oui, mais il a attaqué, il a 7 personnes en face de lui avec Zemmour. J'aimerais bien être attaqué par 7 personnes sur la côté les mondes. Absolument. C'est-à-dire que, est-ce qu'il vaut mieux être attaqué par des gens, mais quand on est sûr de son fait, on a travaillé son sujet, je peux en avoir 20 en face de moi. C'est ça, pas de problème. Et puis même être attaqué, boycotté, parce que nous, on ne donnera jamais la parole. Absolument. C'est-à-dire que même être attaqué, même ça, c'est un droit qu'on refuse à la plupart des authentiques opposants. C'est-à-dire que, comme tu as dit, j'aimerais bien aussi être attaqué. Ouais, pas de problème, on saura quoi répondre, on a les arguments qu'il faut. Oui. Mais voilà, et ben Tariq Ramadan, c'est un peu la même chose. Bon, là, il a été liquidé dernièrement, mais pendant des 20 ans, il a un peu servi comme ça de porte-parole médiatique de la cause du monde musulman. Mais, et c'est ça qui est très vicieux, c'est que, et je pense que Zemmour c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que il essaye à la fois d'incarner un certain discours d'intégrité, d'authenticité, en étant un petit peu dans le rôle de non, nous les musulmans, il faut qu'on s'affirme, qu'on s'affiche, on n'a pas à avoir honte. C'est très bien parlé. Voilà, ce sont deux personnes qui s'expriment très bien. Ils s'expriment très bien. Zemmour comme Ramadan. Absolument. Ils ont un côté un peu pur et dur, mais en même temps, en vérité, ils diffusaient une vision de l'islam qui était un petit peu de bon, il faut faire des concessions, il faut quand même aussi se moderniser, il faut faire la part des choses, la République c'est quand même un cadre fondamental qu'il faut respecter. Donc finalement c'est d'amener un petit peu on va dire le sentiment de contestation, de frustration qu'il y avait chez les musulmans à un apaisement républicain quelque part. C'est-à-dire ok vous pouvez contester mais venez dans notre... On fait consensus quand même, voilà, un peu comme le Front National qui s'est opposé à la politique de la République, notamment en matière d'immigration, etc. Mais quand même, qui était là chaque fois à dire, nous on est républicains, on veut être dans la République, la démocratie, les droits de l'homme, qui valide les principes de 1789. Voilà, donc finalement c'est une impasse quelque part idéologique, parce que je pense, comme tu l'as souligné, de tous ces côtés-là, ils ne remontent jamais aux causes fondamentales. Aux causes spirituelles, doctrinales. Sinon, ils ne passeraient pas sur les plateaux télévisés. Exactement. Donc on est d'accord là-dessus. Moi, je trouve que c'est très intéressant de faire le parallèle entre ces deux personnages et ces deux communautés. Zemmour est un problème à la fois pour le monde nationaliste, le camp nationaliste chrétien français, mais aussi un problème pour le monde parce qu'il vous cible directement. Hein, ah oui, il s'acharne. Tariq Ramadan est un problème essentiellement pour vous, je trouve. C'est-à-dire que le Vatican II de l'islam, moi en tant que Français de confession catholique, ne me concerne pas tellement. Et j'allais dire, les derniers scandales qui touchent sa vie privée, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. Absolument. C'est pas ce qui est fondamental en fait. Non, et puis, à retenir. Mais là on voit surtout que le système est vraiment impitoyable. C'est-à-dire qu'il peut très bien se servir d'un agent pour faire avancer ses intérêts. Et puis une fois qu'il estime que cet agent ne fait plus l'affaire, ou qu'il n'est plus assez efficace, ou qu'il commence à s'user,
et le liquide sans pitié, quoi. Ah Et, oui, oui, et oui. ça a été fait très souvent, hein, dans l'histoire, dans la République, j'ai l'impression. Hein, c'est des gens comme ça qui se sont donnés corps et âme à la judéo-maçonnerie et qui finalement, bon, quand ils font plus l'affaire, on n'hésite pas une seconde à Ah oui, les oui, dégager, à remplacer par un autre. Parce qu'il faut. 1789 déjà, Voilà, la voilà, plupart ont été absolument, liquidés. Hein. absolument. La plupart des francs-maçons qui ont Ah œuvré oui, à oui. 1780, il y en a Ou beaucoup les qui ont été bolcheviks, liquidés. qui ont mené la Aussi, révolution oui, russe. oui, ils se sont 15 ans entretués. plus tard, ils ont été tous avec les purges. Elle est terrible, oui. Voilà, oui. en fait, quelque part, la République fait comme ça ces purges régulières, je pense. Comme là, Marine Le Pen aussi, qui a servi un petit peu le système en faisant du ménage dans le Front National, en dégageant Oui. tout ce qui était un peu traditionnel, etc. Et puis une fois qu'elle a fait le boulot, qu'elle a tué son père et qu'elle a normalisé finalement le Front C'est National, ça, c'est ça. bon, bah c'est bon, on n'a plus besoin de toi, maintenant C'est ça. tu dégages et on va te remplacer. Je trouve que peu de ça. la famille Le Pen, c'est un sujet plus intéressant que Oui. la gauche, la droite, le centre, Absolument. etc. Que les marionnettes qui sont au pouvoir Ouais. dans la Ve République. Il y a beaucoup à dire sur, ça sera le sujet de futures conférences, Oui, oui. sur Jean-Marie Le Pen, sur Marine Le Pen, leur relation avec le lobby juif. Et par exemple. la nièce, la Sur Karine, les faux principes. Oui, La maintenant, Marion, là. maintenant avec Marion, Voilà. Maréchal, voilà. qui monte. Ouais, ouais. Donc, oui, Jean-Marie Le Pen, son principal mérite, c'est d'être le seul personnage politique ultra médiatique à s'être opposé à l'immigration-invasion Oui, oui. en France. Et tôt, Oui, oui. vraiment il y a des décennies. oui. Parce que si opposé aujourd'hui, c'est tellement évident, Oui, oui. l'invasion elle est actée. Quoi, hein. Le grand emplacement, hein, Oui. toi qui es en banlieue, tu Oui. le vois par toi-même. Absolument. Hein. Il y a dans certaines villes, il est déjà acté le grand Oui, oui, emplacement. bien sûr. Et il y en a Moi, qui je vois là où je continuent viens, à nier, les alors Français que- sont minoritaires. Voilà, tout simplement. C'est clair. Et donc ça c'est son principal mérite. Il s'est entouré de gens aussi respectables, je pense notamment à Roger Hollande. Malheureusement, bon après sur les principes il a toujours été républicain, il manque l'esprit de foi, il manque l'esprit de sacrifice. Il a aussi pas mal biaisé, notamment avec le lobby juif aux États-Unis, parce qu'il était attaqué par le lobby juif en France, il y a quelque chose à dire hein, là-dessus. Et il a laissé en fait les clés de sa PME à sa fille, Voilà. ce qui peut humainement se comprendre. Mais dans une démarche politique, Ah oui. beaucoup moins. Parce que quelle légitimité avait Marine Le Pen à reprendre comme ça un parti politique qui finalement on s'est aperçu qu'en très peu de temps elle a coulé. Absolument. C'est quand même assez incroyable son niveau d'incompétence à cause de ses reniements, de son absence totale de foi, de conviction religieuse et même politique, c'est qu'elle en a fait en l'espace de simplement quelques années, Absolument. à tel point que le système maintenant cherche plutôt à la remplacer elle-même par la petite fille donc, de Jean-Marie Le Pen, qui elle n'a simplement que le vernis catholique malheureusement. Ouais, ouais. Au début on aurait pu croire que, mais ça manque aussi cruellement de conviction, et on s'aperçoit que chez tous ces gens du camp national, en France comme en Europe, tous sont judo-compatibles, C'est ça. tous sont en fait de la droite sioniste. C'est ça. Voilà. C'est en fait le pendant de Zemmour, mais dans la politique. Lui, en tant que journaliste, chroniqueur, il fait tout plein, écrivain, etc. Eux, c'est dans le domaine politique. Pour exister en politique, il faut être judo-compatible. C'est ça, c'est ça. Israélo-compatible. Oui, C'est évident. parce que C'est la condition sine qua non. C'est ça, c'est ça. Parce que je pense qu'ils ont senti qu'il y a une vague un peu de retour, de droitisation un peu des esprits, parce que les gens sont un peu marre maintenant de 50 ans de gauchisme et des dégâts que ça a fait. Mais je pense que c'est très intéressant ce que tu disais au sujet du fait que je pense qu'il y a vraiment deux droites nationales en France. Celle qui veut revenir aux années de Gaulle, en gros, c'est-à-dire on accepte la décadence, mais au moins on est entre blancs et on se fait pas embêter par des racailles. En gros, c'est un peu ça. Le Front National, le Rassemblement Voilà. National, les Zemmour. C'est un peu, ça incarne un peu la nouvelle droite Ouais, nationale. Golnadel aussi. Golnadel, même Ouais. Conversano, des gens comme ça. Enfin, toute cette vague là qui arrive de national-sionistes, hein, en gros. Et puis il y a ceux qui, malheureusement, ils se font de plus en plus rares et de plus en plus isolés, qui incarnent une volonté d'aller beaucoup plus profondément dans les choses et remettre en cause les piliers, les fondements même de la République judéo-maçonnique depuis la Révolution française. En fait. Ceux-là, ils n'existent Ça, pas. ah, hein. c'est fini. Non, D'accord. non. Il y en a C'est plus. qui C'est l'œuvre française C'était de le- Bénédicte Voilà. Briac. Avant, c'est c'était qui l'Action française. Vitas, Ouais, c'est le journal voilà, des Paroles. voilà, c'est en voilà. gros les quelques personnes avec Voilà. lesquelles je coopère. C'est ça. Voilà. Mais on Mais est quoi On est microscopique, ça, effectivement. voilà. Oui, oui, Je oui. pense qu'on a le mérite de mener un combat qui a le mérite Oui. d'exister.
Après, ça s'arrête là. Hein. C'est ça, c'est ça. Et je pense que voilà, des deux côtés, en fait, on fait face à la même difficulté, quoi. C'est-à-dire de sortir un peu du fait de surfer comme ça sur l'actualité, sur les choses un peu superficielles des événements et des mouvements actuels, par exemple la crise des migrants, etc. De sortir du côté émotionnel et immédiat de l'actualité pour aller beaucoup plus vers des problématiques de doctrine, oui. de vision spirituelle. Et voilà, cette difficulté de... Tout à l'heure, je disais que c'était une droite sioniste judo-compatible. Oui. C'était la condition sine qua non pour exister en politique, dans les médias, les grands médias en général. Et la question, c'est le bon combat à mener pour nous, chrétiens, traditionnalistes, c'est la restauration chrétienne de la France. Mais en étant judo-compatible, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'avec la judo-maçon de affaires, c'est impossible, c'est une impasse, dès le départ. Donc ça ne se fera pas avec les Zemmour, avec les Golnadel, avec les Finkielkraut, avec Marine Le Pen, avec Louis Alliot. C'est évident. Donc là, ce n'est pas possible. Il y a impasse. Soit on est foncièrement dans l'anti-judaïsme politique, dans l'antisionisme, qu'on veut une restauration chrétienne de la France, avec un gouvernement chrétien, mais pas à moitié. Hein. C'est-à-dire que ce que je prône vraiment, ce sont vraiment un chef d'État très chrétien, parce qu'en roi on n'en est pas là, un chef d'État très chrétien à la Salazar ou à la Garcia Moreno, avec des ministres qui soient en état de grâce, qui vraiment fassent des retraites spirituelles Saint-Ignace, qui mettent le Christ à la première place, qui rétablissent le christianisme comme religion d'État, ce qui avait été supprimé par les antipapes de l'Église de Vatican II. Ça va d'ailleurs à l'encontre de l'encyclique Post Primas du pape Pie XI, ça. Et donc tout ça, bien sûr, c'est pas du tout le projet du Rassemblement national, c'est pas du tout le projet de Golnadel et Zemmour, puisqu'en fait ça serait sans eux. Absolument. Ça. Nous c'est sans eux, on n'en veut pas de ces gens-là, de ces droitards sionistes soumis à la juiverie. Nous n'oublions pas. Alors moi on me dit des fois, oui tu n'es pas très virulent vers l'islam et les musulmans. Et j'ai quand même étudié l'histoire de France. Et j'oublie pas l'ennemi prioritaire. Et pourquoi on en est là? Absolument. À cause de qui il y a eu 1789, Vatican II, etc. La dégénérescence actuelle, qui est aux affaires et qui nous plonge aujourd'hui dans... La dette, voilà. Mais pour c'est pas trop Mouloud du quartier. Lui, j'allais dire, le maghrébin, plus ou moins musulman d'ailleurs, des quartiers, oui, c'est vrai que ça va être embêtant sur le terrain. Par l'irrespect, etc. Voilà, en conséquence de ce projet qu'on dénonce. Voilà. Ça aussi, c'est vrai que je... Mais pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire et pour revenir à peut-être une thématique qui va un peu intéresser nos auditeurs, enfin nos téléspectateurs, dans le cadre d'une restauration chrétienne de la France, comment tu vois la place des musulmans? Parce que, comme on a dit, il y a à peu près 10 millions de musulmans en France aujourd'hui. Est-ce que tu es partisan de les refouler violemment tous, ou progressivement, ou de leur accorder une place ou un statut particulier peut-être parce qu'il y a déjà eu des monarchies, par exemple, avec des populations de confessions différentes, par exemple. Je sais pas. Dans l'Empire austro-hongrois, par exemple, qui était catholique, il y avait des minorités musulmanes, il y avait des minorités orthodoxes. Je suis convaincu que ça peut bien se passer entre diverses communautés. Voilà, quelle est un peu ta vision? Mais ce qu'il faut quand même, pour préserver l'identité française, c'est qu'il y ait une minorité de non-français. D'accord. Le problème de l'immigration, c'est que c'est une immigration massive. Aujourd'hui, on a énormément de non-français, d'extra-européens sur le sol français. Si au lieu d'avoir, admettons, 15 millions de maghrébins musulmans, on n'avait que 500 000, le problème ne se poserait pas. Donc, ce qu'il faudrait, c'est d'ailleurs l'avis de Jérôme Bourbon de Rivarol, avec qui je vais à une conférence prochainement, c'est inverser les flux migratoires progressivement de manière intelligente et humaine. Aujourd'hui, depuis des décennies, depuis le regroupement familial surtout, il y a beaucoup de gens qui viennent en France pour de mauvaises raisons. La plupart, beaucoup. Voilà, c'est pas parce qu'ils aiment la France. Mais bien sûr que non. C'est pour les allocations pour le système familiales, social. Voilà. Cela produit quoi? Cela produit entre guillemets des assistés donc, à travers les allocations, et des jeunes qui sont laissés comme ça un peu à l'abandon et qui ensuite cherchent l'argent facile, et qui tirent du shit et qui remplissent les prisons. Ça, c'est quand même devenu, je dirais pas minoritaire, mais pas majoritaire, mais c'est assez important de nos jours. Donc, ce qui est très problématique. Donc déjà, oui, c'est sûr que si on règle ce problème-là,
on règle déjà beaucoup de problèmes. D'accord. Donc inverser progressivement les flux migratoires Oui, avec la préférence nationale. oui. Oui. C'est-à-dire que si justement on coupe les allocations à ceux qui viennent d'ailleurs, de l'étranger, si on rétablit les frontières, déjà je sais plus si les mêmes personnes viendront en France. Si par exemple, je ne sais pas moi, il y a un étranger qui vient en France pour créer une entreprise et créer de l'emploi, c'est dans ce sens-là qu'il aurait dû y avoir une politique d'immigration en France. Un peu comme aux États-Unis, au Pour Canada, développer l'industrie. voilà, avec une immigration Pas pour sélective. développer l'assistanat et Bien les sûr. dealers de shit dans les quartiers. Bien sûr, bien sûr. Et oui, c'est là le gros problème. Mais donc tous ceux qui prônent un peu genre la croisade, la reconquista en mode on fait des équipes pour défoncer du bougnoul, j'imagine que tu vois ça un peu de façon un peu sur Internet. grotesque, quoi. Oui voilà, sur internet il y en a un petit peu comme ça. Voilà, alors sur internet avec des pseudonymes, il y a de tout. Voilà, Bon, des voilà. chevaliers du clavier. Oui, sur l'internet j'en ai jamais connu, c'est-à-dire que bon, j'ai insulté depuis une dizaine d'années régulièrement, et menacé, etc. Enfin tout y passe. Oui. Sur le terrain, pourtant, voilà, Oui. aujourd'hui il y a l'adresse, Oui. c'est même pas de réservation. Et j'ai jamais rien eu sur le terrain physiquement. D'accord. Je remarque ça. Donc il y a ouais. Toi-même, Oui. tu es venu aux 2 premières fêtes du pays réel. Oui. T'es-tu senti en danger Absolument pas, c'est vrai. hein, C'est dans vrai, le c'est milieu vrai. patriote Pourtant, il y avait français, les Deus catholique. Vult et tout ça, enfin tous ceux qui étaient assez énervés sur internet, mais bon, non. Voilà. Jamais eu de soucis. C'est jamais senti en absolument danger. pas. Je t'ai présenté le directeur des éditions CRMI. Absolument, Bon, ouais, moi, ouais. ce que j'ai l'habitude de faire, parce que je suis toujours dans un esprit apostolique, donc de conversion de la France, et donc pour la conversion de la France, il faut que les Français se convertissent. Oui. Parce qu'aujourd'hui, des catholiques pratiquants, officiellement, d'après l'IFOP, il y a 4,5%, dont la plupart vont en plus dans une église conciliaire qui n'enseigne même pas la religion catholique. Et ce que je recommande souvent à tous, et pas simplement aux catholiques, et donc aussi aux musulmans, et là c'est intéressant parce que je m'adresse notamment à un public musulman, c'est d'essayer au moins une fois de faire une retraite spirituelle de Saint Ignace de Loyola et de voir par soi-même, donc c'est vraiment une formation accélérée sur 5 jours, où on prie, où on médite et où on voit ce que c'est, si on n'est pas chrétien d'ailleurs, on voit. Oui. Et donc de faire une retraite spirituelle. Ça c'est compréhensible, hein. Je comprends qu'en tant que Dans catholique. une volonté de conversion. Voilà, Mais après, voilà. je ne vais pas mettre le couteau sous la gorge Bien sûr. de celui qui n'est pas catholique Bien sûr. pour qu'il le devienne. Mais c'est ça, je pense qu'on aura tous compris qu'effectivement, il est légitime de la part d'un catholique d'être dans une démarche de convertir l'autre Voilà. à ce qu'il estime être la vérité. En souplesse. Comme pour un musulman d'ailleurs, qui a la même vision des choses, qui cherche toujours à convertir l'autre Oui. à l'islam parce qu'il estime que c'est la religion de vérité. C'est d'ailleurs ce qui nous, c'est un point commun que l'on a et qui nous sépare fondamentalement, par exemple, du judaïsme, qui eux estiment que Dieu C'est leur vrai. appartient C'est vrai. et eux ils cherchent à convertir personne. Au Démarche non contraire, prosélyte, ouais. voilà, parce que eux ils ont un Dieu privé quelque part en fait, qui est pour eux et rien que pour eux. Voilà. Et voilà. Et Intracommunautaire. pour l'atteindre, il faut Ouais. se soumettre à eux. C'est ça un peu leur vision des choses. Mais bon, très bien. Je trouve que c'est intéressant qu'on sache un peu, voilà, quelle est la vision Oui. d'un catholique nationaliste français. J'avais quelques questions Oui. Vite fait à te poser pour Oui, l'occasion oui. quand on s'était dit d'eux. Oui, oui. Alors pour moi, donc derrière le vocable islam de France, je ne sais pas si tu vas me confirmer, Oui. l'approuver, il y a selon moi une volonté d'imposer vraiment un Vatican de l'islam comme ça a été imposé à nous. Absolument. Donc en fait, la judo-maçonnerie fait la même chose. C'est ça. S'attaquer à l'église de Vatican II en niant qu'il s'agit d'un complot judo-maçonnique, c'est pas faire le boulot, soit Ouais. dit en passant. Ouais. Donc voilà. Alors est-ce que les musulmans dans ta communauté, Oui. ils en ont conscience de ça ou pas? C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que malheureusement, évidemment, la grande majorité des musulmans aujourd'hui en France, eh ben, ils subissent le même lavage de cerveau que tout le monde, quoi. La télévision, l'école, la radio, la musique, le cinéma, eux aussi sont dans ce bain gauchiste, moderniste, qui formate un peu leur esprit. Et donc, et surtout, ce qui est dramatique, c'est que la République s'est arrangée pour que dans les mosquées, on véhicule toujours un discours islamique extrêmement light, modéré, soft, judéo-compatible. Enfin, voilà, c'est-à-dire un bon musulman, il fait pas de vagues, il baisse la tête, il paye ses impôts et puis il ferme sa bouche. Voilà, c'est ça, et puis tout va bien. Hein, on est dans le super islam. Donc il y a beaucoup, ils ont l'impression d'être de bons musulmans. Voilà, en étant de bons citoyens républicains, bon voilà. Et il y a quand même une minorité effectivement qui prend conscience qu'on se moque de nous, que l'islam authentique, c'est pas ça. Et là, il y a un peu deux tendances. On va dire qu'il y a ceux qui sombrent, ces dernières années, dans la violence
ça a été toute l'épopée Daesh ces dernières années. Ouais. Donc ils sont dans une optique de on va aller en Syrie où on va mettre des bombes pour combattre Voilà. violemment. Et ça, souvent, on trouve qu'ils sont plus ou moins manipulés par les services de renseignement, parce que les services de renseignement sont très attentifs à tout ce qui se passe. Donc ils laissent faire en espérant tourner ça à leur avantage, finalement, en tirer un intérêt, un profit, qui est celui d'ailleurs de diaboliser encore plus le discours musulman authentique. Et puis il y a une petite partie qui a compris que c'est pas non plus une solution. Moi par exemple à titre personnel, je ne prône pas le recours à la violence et aux armes parce que c'est complètement stupide dans la situation où on est. Donner le bâton pour se faire battre. Voilà, absolument, c'est complètement contre-productif, ça ne servirait strictement à rien. Voilà, comme si moi par exemple demain là je vais tuer 3 policiers dans la rue, bon, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça va faire, bref. Donc, et qui essaye de mener plutôt une réflexion idéologique, culturelle, philosophique, qui s'attaque aux racines du mal. Et c'est là-dessus qu'on se retrouve d'ailleurs. Voilà, comme tu fais toi-même. Donc voilà, effectivement, en fait, on suit le même parcours, malheureusement, que ce que vous avez subi depuis ces 50 dernières années. Quoi. On subit le même parcours. Alors justement, tu l'as essaie de évoqué, résister. on n'en a pas parlé, mais c'est quand même important. Une réflexion qu'on m'avait faite. Ah oui, alors c'est sûr que si tu dis que c'est pas les musulmans qui sont les auteurs des attentats, c'est sûr qu'ils risquent de bien t'aimer. Non, c'est pas du tout ça. Voilà. J'ai jamais dit que c'était pas eux les auteurs, les fautifs. Oui. Moi je veux bien croire que ceux qui sont donc les auteurs de ces attentats soient des musulmans qui patronent droit à la raison et qui donnent le bâton pour se faire battre de manière un peu bête, je trouve d'ailleurs. Oui. Mais c'est le dernier maillon de la chaîne. Ce que j'ai du mal à croire, c'est que Israël et la judo-maçonnerie n'ont rien à voir avec ça. Voilà, c'est ça. Parce que quand on prend ça. ce projet destructeur qu'est le mondialisme, Absolument. depuis maintenant des siècles, Ouais. la judo-maçonnerie et Israël, on trouve Oui, et puis on voit que ça les arrange finalement, ça les arrange. dans les événements d'envergure importants Oui. de ces dernières décennies, de ces derniers siècles, il y a toujours derrière Absolument. la judo-maçonnerie. Donc ce que je me dis, c'est pourquoi là, d'un coup, ça Ils n'y seraient pas. et ça serait comme ça des individus isolés qui feraient ça Ouais. et à qui ça profite. Absolument. Donc voilà, attention, je dédouane pas du tout Oui. de leurs méfaits les auteurs de ces attentats, c'est absolument scandaleux, qui plongent la population dans une certaine peur, une certaine crainte. C'est vrai, quand il y a des attentats, les gens ont un peu peur de sortir chez eux, ça crée un climat d'angoisse qui n'est pas... Puis bien aussi entretenu. Pas rigolo à vivre, bien chauffé à fond. Par les médias. Voilà. En boucle tous les quarts d'heure Ah par BFM voilà, TV. ça, ils adorent ça. Voilà. On fait rien pour apaiser les choses. Oui, mais c'est là où on sent je que me ça... pose quand même des questions et je me dis qu'il y a certainement Israël derrière. C'est tout, je vois un petit peu plus loin que le bout de mon nez. évidemment. Voilà, c'est tout. Mais après, il n'y a aucune volonté comment dire, de faire de la danse du ventre à l'islam ou au musulman. D'ailleurs, je le dis très clairement. Voilà, pour moi, l'islam est une fausse religion. Diverses raisons, on en a déjà parlé, on ne se retrouve pas, la loi du talion, la polygamie, etc., condamnation à mort des apostats, il y a pas mal de choses, et puis surtout sur la divinité du Christ, voilà, c'est ce qui nous sépare. Absolument. Mais après, concernant les attentats, ce qui importe, c'est de savoir la vérité. Comment dit ça, qu'est-ce qui se passe vraiment, qui ça profite, est-ce que ceux qui sont vraiment eux aussi, parce que des fois on se pose vraiment la question, parce qu'à chaque fois ils sont éliminés, et on retrouve qu'un passeport comme ça, donc c'est quand même assez étrange tout ce qui se passe. D'accord. Et savoir la vérité. Voilà. Et la vérité, c'est certainement pas BFM TV qui me donne. Ça, c'est sûr. Alors, des questions importantes, on a vite fait parler du front de la foi qu'on ne cautionne pas, voilà, toi ni moi, parce qu'on n'a pas le même Dieu, la même vérité, Absolument. pas le même combat. Absolument. Peut-on être musulman et un patriote français, selon toi? C'est un peu... si on imite le cas de Zemmour, on pourrait peut-être. On peut essayer un de... faux patriote alors. Voilà, on peut faire un peu comme lui. Français, musulman, voilà, mais fondamentalement, je veux dire, comme Zemmour, c'est-à-dire qu'on ne peut pas allier le judaïsme et le talmudisme notamment avec un authentique sentiment d'appartenance à la nation française. Parce qu'il y a évidemment, pour un juif, il y a le juif et le goy.
Un juif ne peut pas se sentir goy. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, sinon c'est la schizophrénie. Et pour un musulman, c'est la même chose. Le musulman ne peut pas se sentir réellement appartenir à la France et être patriote français parce qu'il n'appartient pas à ce monde, à cette culture, à cette histoire, à cette dimension aussi religieuse de l'identité française. Donc il y aura toujours un fossé. Après, il n'est pas obligé d'être dans la détestation de la France. Voilà, on n'est pas obligé d'être dans la haine de l'autre. Mais moi je dis clairement que le musulman qui va se proclamer patriote français, c'est qu'il ne connaît pas sa religion. Ou alors il fait semblant pour avoir c'est un musulman apolitique. Voilà, c'est un musulman exactement apolitique, qui a une conscience religieuse très faible, finalement, et des connaissances religieuses très faibles. Ça va être culturel chez lui. Voilà, c'est ce que j'appelle un peu l'islam couscous merguez. Bon, voilà. Le vernis culturel. Voilà, un petit vernis culturel, mais il valide complètement tous les fondamentaux. Il va faire plaisir à Zemmour, peut-être dans sa descendance, en appelant plus tard son enfant Kevin. Oui, voilà. Donc ça va faire du Kevin Ben Youssef. Voilà. Et Zemmour va être content, il va trouver que c'est un bon absolument. Mais le drame, c'est quoi? C'est que le Kevin Ben Youssef, il sera ni musulman ni français. Il va y avoir un trouble identitaire. Il sera complètement mondialisé. Voilà, il sera un être humain hors sol, sans véritable enracinement, sans culture, sans identité. C'est-à-dire que les identités, elles ne peuvent pas se mélanger, c'est l'une ou l'autre. Quand on essaie de les mélanger, on est obligé de les éliminer pour que le mélange se fasse. Donc en fait, le mélange se fait à une couche très très mince, superficielle de l'identité. D'ailleurs, juste une simple remarque. Là, dans la rue, il passe des gens. Il y a un asiatique, on dit ah ce français qu'il est sympa, non, on dit c'est mais évidemment. Lui, un noir africain qui arrive, un sénégalais, sympathique, il est là, ah c'est mon collègue français patriote. Mais non, la première chose qu'on se dit c'est quoi? C'est africain, c'est sénégalais, et lui-même, il se considère français peut-être? Non, je suis désolé, il faut arrêter de se mentir, de mentir aux autres et de se mentir. Et puis, ils sont africains et ils se considèrent africains. Il n'y a pas ce déni de la réalité là mais ce assez aberrant. Mais ce déni est possible si on dit qu'être français, c'est juste adhérer à la République et à ses valeurs. Je pense que c'est un peu ça aussi l'idée. C'est de dire non, tu es français aussi, Mouloud. Parce que tu valides la laïcité, la République, les droits de l'homme, la démocratie. C'est le message de la Révolution de 1789. Voilà. C'est adhérer à la République, c'est ça, être républicain pour être français. Voilà. Et je pense qu'il y a un travail à faire. Ce qui est un mensonge. Exactement. Donc on peut être républicain, mais on ne peut pas être français. Et puis quand on est véritablement musulman, ni on peut être français, ni on peut être républicain. De toute façon, fondamentalement, voilà. Alors autre chose aussi, puisque bon, moi j'ai des étiquettes, il y a beaucoup d'étiquettes, on est intégriste et c'est des vacantistes. Voilà. Ben oui, quand on voit Bergoglio, l'église de Vatican II, se positionner, c'est des vacantistes aujourd'hui, pour moi c'est une évidence. Voilà. Mais toi, toi aussi en islam? On peut faire la transposition, effectivement. Bon, le cédévacantisme n'a pas vraiment de sens en islam parce que nous, on n'a pas d'église officielle. Donc on n'a pas ce rapport-là. Mais ça m'amuse un petit peu de me considérer un peu cédévacantiste en reprenant cette référence au monde catholique, dans le sens où je rejette les autorités officielles de l'islam. Voilà, en gros l'islam de France. L'islam des mosquées, l'islam des représentants qui sont reçus à l'Élysée ou au ministère de l'Intérieur. Au Ramadan, etc. Ramadan, Malik Chevel, enfin toute cette clique de l'islam de France qu'on invite sur les plateaux, qu'on invite dans les colloques officiels. Vos représentants officiels. Voilà, nos représentants. Comme nous, Bergoglio. C'est ça. Moi je les rejette complètement parce que pour moi ce sont ni plus ni moins que des traîtres à l'islam authentique, des soumis aux autorités françaises, à la République. Ce sont des agents de l'État qui sont chargés de nous formater et de nous désislamiser pour nous rentrer dans le moule moderne, mondialiste. Voilà. Donc je les rejette et c'est dans ça que je me retrouve dans la démarche adventiste. Qui travaille à votre perte, tout comme nous, Georges et Mario Bergoglio, agents de Soros. C'est ça, qui dénature de l'intérieur la religion. Travaille à la perte de la chrétienté. C'est ça, pour la rendre compatible avec le projet mondialiste. En fait, c'est ça, ce sont des ennemis de l'intérieur et c'est les plus dangereux. Donc il y a un parallèle, clairement. Absolument. Alors, si demain la France, elle retrouvait un roi très chrétien, est-ce que tu préférerais ça, un Macron oui, ça évidemment. Qu'en penserais-tu? Moi j'ai toujours dit honnêtement, et je l'ai vécu dans mon expérience personnelle depuis des années, je me sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus proche de Français catholiques traditionnalistes qui ont des valeurs spirituelles et sociales et humaines, la plupart du temps
très proches des miennes, plutôt que d'être avec des dégénérés gauchistes à la Gay Pride. Voilà, je me sens plus à l'aise avec quelqu'un qui respecte la famille, l'honneur, le respect, la charité, voilà. Et donc, ça ne me gênerait pas du tout de vivre dans une France chrétienne. Au contraire, je préférerais une France chrétienne, catholique, traditionnelle. Je serais plus à l'aise. Et après, bon, il faudrait étudier les moyens de vivre dans un respect mutuel. Voilà. Et je pense que si on est intelligent et qu'on n'est pas des hystériques, on peut trouver des moyens. On peut imaginer des moyens d'aménager, on va dire, un certain espace à chacun pour qu'il puisse vivre sans agresser l'autre, mais en étant lui-même. Aujourd'hui, en 2018, c'est la République qui veut écraser et étouffer tout le monde. On a un petit aperçu de cette restauration chrétienne, oui, avec ce qui se passe en Russie quand même. Oui. La Russie de Poutine, ça serait un petit peu ça, c'est-à-dire un retour à une certaine rigueur, à de l'ordre, mais quand même à ne pas transiger avec la juverie, ne pas faire de compromis comme le fait Poutine, mais à bâtir des cathédrales, à vraiment faire en sorte que la chrétienté refleurisse. Oui. Mais surtout, ce qui manque vraiment, c'est l'interdiction au blasphème, bien sûr, mais un retour vraiment à la rigueur et à l'ordre dans la société. Bien sûr. Qu'il n'y a pas, c'est bien la morale, n'importe quoi, la morale, voilà, c'est-à-dire arrêter encourager la famille. Voilà, la famille traditionnelle. Abolir l'avortement, ça, bien sûr. L'encouragement à la pornographie, donc il y a beaucoup de chantiers à mener, il y a beaucoup de choses à faire, et sur lesquels on sera d'accord, sur lesquels on ne va pas s'opposer. Donc voilà, moi je suis pour un réenracinement, que chacun se réenracine dans sa foi et ses traditions. Je pense qu'on y gagnera tous, finalement. Tout le monde y gagnera, même par exemple pour des catholiques français, si, comme tu disais, le moulou de cité qui dit du shit et qui vole des portables, qui agresse ou qui fait... si lui-même aussi se réenracinait dans sa foi et ses valeurs, il arrêterait de faire ce genre de choses. Et donc, finalement, ça se répercuterait positivement pour l'ensemble de la société. Donc, je pense que c'est pour ça que ceux qui dénoncent, par exemple, l'islamisation, se trompent un peu de combat, parce que finalement, c'est pas l'islamisation qu'il faut dénoncer, c'est la racaillisation, quelque part. C'est pas la même chose, c'est pas tout à fait la même chose. Un musulman authentique ne va pas aller gratuitement agresser les gens, détruire, salir, n'a pas cet esprit-là. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'on aurait tout à gagner, que chacun mène ce travail de réenracinement et de retour à sa foi traditionnelle et à des valeurs qui feront qu'on pourra ensuite vivre en bonne intelligence. Le problème de fond, c'est l'immigration de masse. Et donc ça dépasse le cadre de la religion. Oui. Il y a eu, depuis le 11 septembre 2001, un déplacement du problème dans les grands médias vers l'islam. Mais le problème de fond n'a jamais cessé d'être la tiers-mondisation de la France. C'est ça. Et l'immigration de masse. Parce que je pense que si demain il y avait 10 millions de Congolais non musulmans qui viendraient en France, ça poserait problème aussi. Ça, c'est un problème donc d'ordre politique, sociétal. C'est ça. Mais après, une société, ça se base sur des principes et sur une morale. Et c'est là qu'intervient le phénomène religieux, qui est fondamental. Et donc, évidemment, nous, ce n'est pas la toute-puissance de la synagogue au-dessus des institutions. Il faudrait, c'est celle d'un clergé catholique qu'il faudrait d'ailleurs d'abord en amont qu'il redevienne catholique. Absolument. Bah écoute Johan, je trouve que c'était vraiment, en tout cas c'était un plaisir pour moi de discuter avec toi. On voit que finalement on peut partager pas mal de choses sur ce qui se passe en France et sans toutefois sombrer, on l'a bien dit, dans un œcuménisme. Voilà, toi tu es pleinement catholique, tu es attaché à ta foi, à ta religion, à ta tradition. Moi c'est la même chose de mon côté, j'essaye d'être pleinement musulman et d'essayer de vivre en tant que musulman authentique, autant que faire se peut, malgré cet environnement difficile, parce que je crois que tous les deux on souffre énormément de toute la pollution qu'on subit, qu'on vit autour de nous en permanence. Mais voilà, je pense que tout le monde aura vu que on n'est pas obligé d'être dans les cases dans lesquelles le système veut nous mettre, c'est-à-dire dans des cases d'opposition systématique et stupide. On peut essayer de... Déjà le vocable d'intégriste n'a pas lieu d'être. Voilà, intègre. n'est pas légitime. Voilà, on est intègre, tout simplement. Et puis je pense pas qu'on soit aussi sectaire que ça. Absolument. Je pense plutôt que certaines communautés, j'ai aux affaires dans la République
religieux française, y compris d'ailleurs tous les samedis matins, hein, Ouais. pour que demeure publique, Ouais. elle est beaucoup plus sectaire que nous. Exactement. Voilà, qui justement Exactement. sommes ouverts au dialogue. Absolument. Moi j'aime particulièrement m'exprimer auprès de non-catholiques. Voilà. C'est comme ça qu'on s'ouvre l'esprit aussi. Absolument, hein, à un moment donné. absolument. C'est pas en restant dans son coin entre quelques-uns Absolument. convaincus exactement des mêmes choses. Oui, oui, oui. Voilà, sur la Oui, le République, but. sur Bergoglio, sur plein de Absolument, choses. Voilà. absolument. À un moment donné, il faut bien se confronter un petit C'est peu ça, à c'est ce ça, qui se c'est passe sur nos positions. Absolument. Sinon, on n'avance pas beaucoup. Bah écoute, ça m'a fait plaisir de Moi aussi. discuter avec toi. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion de refaire ça un de ces jours. J'encourage tout le monde évidemment à s'intéresser à tes travaux. Au mien également, je rappelle donc ce livre que j'ai imprimé il y a quelques temps, que j'ai publié, et qui a une vision plus axée sur la communauté musulmane maghrébine, mais qui va dans ce sens de réenracinement, et je pense que là-dessus on se rejoint, parce que toi aussi tu fais ce travail, d'appeler à un réenracinement religieux et culturel de ton peuple. Oui, un comme retour aux je fais le mien. sources. Voilà, retour Oui, aux un sources. retour aux sources. Voilà, qui nous aidera tous parce qu'on est confronté à ce même rouleau compresseur voilà, de la modernité qui veut détruire nos identités à tous finalement. Voilà, bah écoutez, chers frères, chères sœurs, j'espère que ça vous aura plu et intéressé et que ça vous aura poussé dans votre propre réflexion. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et je te salue, Al. Au revoir à tout le monde.